Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous pour cette 20e édition du Festival Livre en Marche. 20 ans déjà. Livre en Marche, c'est un festival de rencontres avec beaucoup d'experts et de passionnés et beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l'année et pendant ces 2 jours pour organiser ces moments. C'est un festival engagé aussi qui a choisi un thème cette année, choisir de grandir ensemble, et qui souhaite interroger sur le monde que nous voulons construire pour demain. C'est un peu ce dont on va parler ensemble en fait. Quel impact a le numérique sur la planète ? Quel impact a le numérique sur nos vies, sur vos vies ? Qu'est-ce qui se joue à l'ombre d'un like ou d'un mail ? Comment être acteur du monde numérique que nous souhaitons pour demain ? Que vous soyez expert du sujet, déjà en mouvement, hésitant, révolté ou simplement curieux, c'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Frédéric Bordage et Guillaume Pitron. Bonsoir. Alors bonjour Frédéric Bordage. Vous êtes le fondateur de greenIT.fr, une plateforme dédiée au numérique responsable. Vous êtes un des pionniers de la sobriété numérique en France et vous êtes auteur de 2 livres sur ce même sujet. Alors le premier, Sobriété numérique, les clés pour agir, et le second dont on va aussi parler aujourd'hui, Tendre vers la sobriété numérique. Guillaume Pitron, vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires, connu pour vos enquêtes sur les enjeux économiques, politiques et environnementaux de l'exploitation des matières premières. Votre premier ouvrage, La guerre des métaux rares, a été décliné en documentaire sur la chaîne Arte. Et vous publiez ce livre, L'enfer numérique, Voyage au bout d'un like, qui est aussi le titre de cette conférence. Vous faites tous les deux un constat similaire. Notre utilisation du numérique doit être questionnée et pourrait nous amener droit dans le mur. Alors, Guillaume, on va commencer avec vous, parce que votre livre, il permet de faire un espèce de tour du monde pour comprendre. Vous prenez l'exemple du voyage d'un like. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton « J'aime » ? J'ai fait exprès de prendre cet exemple du bouton « J'aime » parce que c'est une action quotidienne ou quasi quotidienne pour beaucoup d'entre nous et que nous réalisons sans forcément avoir conscience de l'impact que ça peut avoir. Et derrière le like, il y a naturellement bien plus toutes nos activités numérisées. Mais donc, si j'envoie un like à Frédéric sur son téléphone, le like ne va pas de mon téléphone à son téléphone. Il ne va pas voyager 1 mètre. Ce like, en réalité, il va probablement passer par une antenne 4G qui se trouve quelque part autour de nous. Il va ensuite rejoindre il va voyager à travers les ondes. Il va probablement voyager également sous terre, dans des câbles qui sont creusés dans des tranchées et qui généralement sont fabriqués de façon parallèle à des grandes voies de communication, comme les autoroutes, les voies fluviales. Si ce like a été produit sur un réseau social américain, il va traverser l'océan Atlantique, très probablement, et il va rejoindre un centre de stockage de données, et même plusieurs. Il va être stocké dans plusieurs centres de stockage de données, outre-Atlantique, et puis il va revenir à Frédéric en retraversant à nouveau l'océan Atlantique via des câbles sous-marins toujours, parce que 99% de l'information passe sous les mers et non pas par satellite, et il va arriver faire le chemin inverse jusqu'au téléphone de Frédéric Bordage, et donc finalement il va probablement voyager des milliers de kilomètres. Et donc il y a une infrastructure qui a été déployée par l'homme ces dernières décennies pour permettre nos vies numérisées. Le like est un symbole de ces vies numérisées, et cette infrastructure est à la fois une infrastructure terrestre, sous-marine, dans une moindre mesure extra-atmosphérique, mais l'Internet spatial est amené à se déployer. Et donc, il y a une infrastructure qui est probablement la chose la plus vaste. C'est ce que nous dit Greenpeace, qui est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construire pour vivre nos vies dématérialisées.
Et donc il faut de la matière pour vivre des vies dématérialisées. Donc finalement, c'est pas si dématérialisé, comme vous dites, et plus on dématérialise, plus on matérialise. Je crois que j'avais lu dans votre livre. C'est quoi l'impact donc sur la planète et ses ressources, en fait? Si on donne quelques chiffres clés, pour pas trop vous assommer, l'impact, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. Alors, ça paraît pas beaucoup comme ça, 4%, mais si on le projette sur notre budget annuel soutenable, c'est-à-dire pour rester en dessous des 1,5 degré, dont je pense la plupart d'entre vous avez entendu parler, alors ça veut dire que c'est déjà 40% de notre budget annuel. Notre usage du numérique, c'est 40% de ce qu'on peut émettre chaque année. Évidemment, derrière, après, ensuite, il va falloir se chauffer, il va falloir manger, etc. Donc 40% juste pour le numérique, c'est absolument énorme en fait. Donc on peut donner ce repère-là. Et puis souvent, on parle uniquement des gaz à effet de serre, mais en fait, le principal impact qu'on a avec le numérique, c'est l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, où là, pareil, un Européen va consommer 40% de son budget annuel en ressources, simplement avec ses usages numériques. C'est évidemment pas du tout. Guillaume, vous en parlez, vous avez donc fait ce tour du monde. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces métaux rares, sur ces composants? Alors, une fois qu'on sait qu'il faut faire tout ce voyage pour un like, du coup, moi, à titre personnel, je suis journaliste et surtout, j'essaie de travailler en étant sur le terrain. Et donc, du coup, ce livre, c'est une enquête, mais c'est aussi un reportage tout le long de la route de ce like. Et donc, l'enquête passe par les centres de stockage de données, y compris dans le Grand Nord européen, près du cercle arctique et au-delà du cercle arctique. On pourrait peut-être y revenir. Il passe ce reportage par les câbles sous-marins qui sont déployés sous les mers, on en a parlé, et il passe par les mines, puisqu'en fait, nos vies numérisées commencent avant tout par une entaille dans le sol. Tout procède d'une mine quand on parle de numérique, puisqu'il faut fabriquer les 34, je parle sous le contrôle de Frédéric Bordage, les 34 milliards d'équipements électroniques, c'est-à-dire les tablettes, les ordinateurs, les téléphones portables, qui sont en circulation actuellement. Et donc, comme les métaux que vous avez, les téléphones que vous avez dans vos poches sont de plus en plus complexes et puissants, eh bien, ces téléphones contiennent de plus en plus de matières premières, et notamment des métaux dits rares, parce qu'ils sont très dilués dans l'écorce terrestre. Et il y a un de ces métaux, en particulier un de ces métaux, qui se trouve dans la batterie de votre téléphone, qu'on appelle le graphite. Et le graphite est un composant indispensable de vos téléphones. Vous avez toutes et tous du graphite sur vous. Et ce graphite s'extrait à 70% en Chine, et en particulier dans le nord de la Chine, dans une province proche de la Russie qui s'appelle l'Heilongjiang. Et donc il faut aller voir les mines de graphite. Il faut littéralement aller dans la mine, dans les usines de raffinage, comprendre l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé humaine de l'extraction de la roche, qui va être transformée en minerai, une poudre de graphite très fine, qui a une drôle d'odeur de beurre rance. Et voilà, encore une fois, toute interface, ces fameux téléphones et autres interfaces que nous utilisons au quotidien, procèdent de cette entaille qui est faite dans le sol. Et alors les chiffres varient et divergent. En citant l'ADEME, je crois que la pollution générée par ces interfaces, c'est à peu près la moitié de l'ensemble de la pollution due au numérique dans le monde. Et quand vous parlez de ces lieux comme la Chine, vous évoquez aussi le Ghana ou le Congo. Finalement, tous ces lieux dans le monde qu'on voit peu, ils sont impactés par notre utilisation du numérique. Ce qu'il y a, c'est qu'un téléphone devrait être utilisé pour fabriquer un autre téléphone. Et simplement, ces métaux qui se trouvent dans vos téléphones, ils sont très compliqués à recycler pour la plupart d'entre eux. Et puis également, c'est très cher de les recycler. Or, c'est beaucoup moins cher d'aller racheter des métaux neufs, entre guillemets, ceux qui proviennent de la mine, plutôt que de racheter des métaux d'occasion qui proviennent du recycleur. C'est très cher de recycler. Donc finalement, le recyclage, c'est l'un des rares business où l'occasion vaut plus cher que le neuf. Et donc du coup, on ne recycle pas ou peu certains de ces métaux.
Il y a des métaux dans les téléphones qu'on recycle quasiment pas, à 0, 1, 2, 3%. Et donc on retourne en permanence à la mine, mais entre-temps, le téléphone, il termine dans une décharge. Alors il y a une histoire quand même que je rapporte dans le livre qui est intéressante, c'est qu'il y a un entrepreneur néerlandais qui s'appelle Joost de Cleaver. Et lui, en fait, il fait faire le chemin inverse au téléphone. Tous les téléphones qu'on envoie au Ghana, au Rwanda, dans des mines, enfin dans des décharges urbaines, eh bien, en fait, lui, il les ramène en Europe et il pense qu'il peut créer un modèle économique vertueux et environnemental, bien évidemment, en ramenant les téléphones depuis l'Afrique jusqu'à l'envoyeur, c'est-à-dire nous qui, d'une manière ou d'une autre, avons laissé ces téléphones partir. Il veut, ce qu'on peut dire, faire le chemin inverse au téléphone. Donc il y a un peu d'espoir, il y a des gens qui agissent, mais effectivement, il y a un gros problème de recyclage de ces déchets électroniques. Et du coup, quand il n'y a pas recyclage, ce sont donc les ressources qu'on va aller chercher, sauf que ces ressources, elles ne sont pas inépuisables. Quand on regarde les réserves rentables, c'est-à-dire les filons qu'on connaît, donc les mines qui sont en exploitation concrètement, on se rend compte qu'au rythme actuel où on consomme les métaux notamment, qui permettent de fabriquer le numérique, mais aussi qui permettent de fabriquer les éoliennes, qui permettent de fabriquer les véhicules électriques, etc., on a de l'ordre de 30 ans devant nous. Et 30 ans à l'échelle de la civilisation, c'est vraiment rien du tout. Et donc, on a 30 ans si l'ensemble de ces ressources, on peut continuer à les exploiter, mais il suffit, dans un smartphone, il y a 40 à 60 matières différentes, il suffit qu'il en manque une seule pour qu'on ne soit plus capable de fabriquer notre smartphone, notre télévision, notre ordinateur, etc. Et donc, le sujet, c'est qu'il reste 30 ans de numérique devant nous au rythme où on consomme ces ressources. Puisque, comme l'a dit très justement Guillaume, on ne sait pas, on les collecte très peu et on ne sait pas les recycler, globalement. Et donc, il y a un enjeu de bon père de famille, d'une certaine façon, à économiser le numérique qu'on devrait d'ores et déjà considérer comme une ressource critique, parce que, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes des drogués du numérique. Moi aussi, nous sommes tous drogués du numérique. Une ressource critique, mais qui est d'autant plus critique parce que notre dépendance repose sur une ressource qui a 30 ans de durée de vie devant nous. Et donc une ressource critique non renouvelable. On devrait d'ores et déjà considérer le numérique comme une ressource non renouvelable. Ce qui n'est pas du tout le cas. On a l'impression qu'on peut fabriquer autant de smartphones qu'on veut, autant d'ordinateurs qu'on le souhaite, et que ça continuera comme ça. Ça n'est pas le cas. Guillaume, vous retombez sur ces chiffres et sur cette impression quand vous faites ce tour du monde ? Quand je fais ce tour du monde. Alors, le tour du monde, le voyage d'un like qui commence dans la mine. Donc je descends littéralement dans les mines de graphite chinoises. Et moi, ce qui m'a effectivement, en tout cas, là où je me retrouve, c'est dans cette démonstration contre-intuitive. Parce qu'un téléphone, c'est beau. C'est beau un téléphone, un smartphone. Quand Steve Jobs fait fabriquer le premier iPhone, il dit à ses designers, je suis absolument séduit, dit-il, par l'esthétisme du bouddhisme zen japonais. Et en fait, il aime ces temples japonais aux courbes épurées qui dégagent cette impression de virginité. Et il veut que le premier iPhone s'inspire de cette esthétique-là. Et on se retrouve entre les mains avec un téléphone qui est pur, épuré, avec une espèce d'esthétique très virginale. Or, comment est-ce que ce qui est beau peut être sale ? Et le seul rapport que nous allons avoir au numérique, c'est notre téléphone. Peu d'entre nous vont descendre dans la mine, dans le centre de stockage de données, toucher un câble sous-marin, prendre conscience que derrière ces infrastructures, il y a des centrales électriques à charbon, à pétrole, à gaz naturel, des fermes solaires, des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques. Et donc, en fait, notre seul rapport à ce numérique, ça va être notre téléphone, un objet qui dégage cette impression de pureté. Et donc, je me retrouve complètement dans ce choc permanent pendant 2 ans à travailler sur la question, entre l'idée je m'en faisais moi-même, parce que je suis moi aussi un consommateur de ces objets, et en permanence le choc visuel de me retrouver face à une industrie lourde. Parce qu'en fait, on parle de gigantesques centres de stockage de données qui font la taille de plusieurs terrains de football. On parle de câbles qui courent sur Terre sur 1 million de kilomètres à ce jour, c'est-à-dire 30 fois la circonférence de la Terre en câbles sous-marins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est toujours en fait cette espèce de rapport entre mes idées reçues sur le numérique et en même temps la réalité matérielle et sensorielle du numérique que j'ai voulu interroger. Et c'est pour ça que j'ai réalisé qu'Internet avait une texture, c'est la texture du graphite, mais Internet a un son, parce qu'en fait, quand je suis rentré dans le premier data center de ma vie, en Laponie, en fait, tous les serveurs dans le centre de données émettaient un son
d'abeilles. Et j'ai eu l'impression que j'étais rentré dans une ruche. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je suis en train d'écouter Internet. Et puis, Internet a un goût. Les câbles sous-marins qui sont recyclés par certains et qu'on extrait de la mer pour les recycler, quand ils sortent et qu'ils arrivent sur la terre ferme, et je l'ai vu au Portugal, ils ont un goût d'eau de mer. Et donc Internet a un goût, et Internet a une couleur, et Internet a une odeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc j'ai voulu me confronter sensoriellement à Internet et au numérique, perçu comme dématérialisé, virtuel, et ainsi de suite. Et donc là où je me retrouve par rapport à ce qui a été dit, pour répondre à votre question, c'est dans ce choc permanent qui a été le mien, sensoriel, de me confronter à cette soi-disant machine virtuelle. Et dans cet immatériel, il y a, alors on parle du téléphone portable, mais il y a aussi ce truc-là, ce nuage, ce cloud. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et lui aussi, il est polluant? Alors en proportion, le cloud, on peut le résumer à environ 100 millions de serveurs. 100 millions de serveurs, ça a forcément un impact important, mais il faut le comparer aux 34 milliards de terminaux utilisateurs, donc les 34 milliards d'ordinateurs, de smartphones, de télévisions connectées, etc. Donc le cloud va avoir un impact parce qu'en fait, il n'est pas dématérialisé, comme l'explique Guillaume. Le cloud, c'est composé de data centers dans lesquels on va retrouver des serveurs, des systèmes de stockage de données, etc. Donc ça va avoir un impact. Mais clairement, quand on regarde entre nos terminaux à nous, les smartphones, les ordinateurs, etc., le réseau et les data centers, clairement, le cloud, c'est ce qui aura le moins d'impact sur la partie serveur, puisque pour que le cloud existe, on a besoin des interfaces qu'évoque Guillaume, on a besoin de notre smartphone, etc. Et ce qui va coûter cher avec le cloud, c'est qu'on fait des allers-retours incessants, finalement, entre notre ordinateur ou notre smartphone et les serveurs qui sont à l'autre bout de la planète. Et ce sont ces allers-retours incessants qui vont coûter le plus cher. C'est pas tant de stocker des données à l'autre bout de la planète que d'aller les chercher tous les jours, des centaines de fois par jour. C'est ça qui va coûter cher. C'est là qu'on a un impact au niveau du cloud, ce fameux nuage. Pour les non-anglophones, en fait, c'est pas du tout éthéré le cloud, hein, c'est ce qu'a décrit Guillaume juste avant. Mais le gros de l'impact, il est clairement dans nos outils à nous, qu'on a devant nous, nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Je peux compléter un tout petit peu. En fait, on se connecte, un jour m'a dit un expert, tous les jours, tout le monde, tout un chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous connectons chaque jour à une centaine de centres de données pour nos actions numériques du quotidien. Que j'envoie un email, que je regarde une photo de vacances, que je commande un taxi, une pizza, ou que j'aille sur un site de rencontre, eh bien, en fait, je passe mon temps à mobiliser des centres de données avec lesquels je communique en permanence, et toute ma vie est médiée par ces data centers. Et ces centres de données, il y en a 3 millions sur Terre. 100 millions de serveurs qui se trouvent dans 3 millions de data centers. Un data center, ça peut faire la taille d'un frigidaire, ça peut faire la taille de ce chapiteau, ça peut faire la taille d'un immeuble, ça peut faire la taille d'un terrain de foot. Et le plus grand data center de la planète se trouve au sud de Pékin et il s'étend sur la superficie, alors sur plusieurs étages quand même, mais égal à 110 terrains de football. Et donc il faut les construire et puis il faut de l'électricité pour les faire fonctionner. Et il se passe quelque chose, il se passe que nous sommes pressés. Je suis pressé et je ne veux pas attendre plus de 2 secondes que ma page sur Gmail ou sur Hotmail, ou sur Yahoo, se télécharge. Donc il faut que le centre de données ne se trouve pas trop loin de moi. Il faut qu'il soit à une distance qui soit relativement proche pour que l'information, entre le moment où je me connecte et le moment où je me connecte au centre de données, eh bien, voyage de la façon la plus rapide possible. Et donc ça veut dire que l'information qui est dans mon centre, dans mon email, elle va être répliquée dans le monde. Et donc si certains d'entre vous ont une messagerie Gmail, eh bien, sachez qu'au cours d'une conférence, Google a dit, en fait, vos messageries Gmail sont stockées dans 6 endroits différents de la planète. Donc, si vous êtes en Europe, vous allez vous brancher à un data center probablement en Europe. Mais si vous êtes aux États-Unis, vous brancherez à un autre data center là-bas. L'idée étant de réduire la latence, le temps de trajet de l'information. Et puis, il y a autre chose, c'est que nous ne voulons pas qu'Internet tombe en panne. Nous voulons que le web soit hyper disponible. Le mode « ne pas déranger », ça n'existe pas avec Internet. Et donc, il faut que l'infrastructure tourne en permanence et qu'elle prévienne un cas de panne. Si un centre de données tombe en panne, vous n'avez plus accès à Internet. Sauf si l'infrastructure est redondée. C'est-à-dire que si on installe un autre data center un peu plus loin qui va en fait
répliquer exactement les mêmes informations du premier, ce qu'on appelle un data center miroir, et qui, en cas de panne du premier data center, eh bien, va automatiquement prendre le relais. Et donc, du coup, on redonde les infrastructures, on les multiplie sans arrêt, ce qui fait qu'il faut toujours plus d'électricité pour faire fonctionner ces infrastructures. Et donc, on pense, alors il y a des chiffres qui varient, que 1 à 2% d'électricité mondiale, peut-être 3%, serait précisément capté par les centres de stockage de données qui utilisent de l'électricité parce qu'il faut les refroidir. C'est d'abord le sujet du refroidissement des serveurs qui capte environ la moitié de la consommation électrique de ces 3 millions de data centers. Mais l'idée que je veux vous donner, vous faire passer, c'est que comme nous sommes pressés et comme nous ne pouvons plus attendre, eh bien, il faut toujours plus d'infrastructures qu'il faut faire tourner avec de l'électricité. Et donc un coût énergétique et matériel qui est moins important que celui du téléphone portable, mais qui est quand même important. Je crois, alors encore une fois, je cite des chiffres qui, semble-t-il, font consensus, mais c'est 15% de la pollution numérique qui est précisément celle du stockage de données. Alors, on parle data center et du coup, on parle aussi data. Dans le livre de Guillaume Pitron, vous retrouvez des annexes extrêmement intéressantes aussi parce qu'elles sont très simples en fait, pour faire comprendre des messages forts. Et une de ces annexes, que je reprends en même temps, parle du nombre de data, le volume annuel de données produites dans le monde depuis 2010. Alors, la courbe, elle ressemble à ça, hein. Et en fait, on n'est pas encore passé sur la partie haute parce que c'est jusqu'à 2035. Donc, ce dont vous nous parlez, ça veut dire aussi que dans les 15 prochaines années, ça va être tout aussi multiplié. En fait, j'ai rencontré une militante estonienne passionnante qui s'appelle Anneli Ovril et qui a créé un jour, une journée dans l'année qui est dédiée au nettoyage de nos données. Et donc, pour alléger notre poids environnemental, eh bien, il y a un tutoriel qui propose d'aller sur son email, de vider sa boîte mail, de vider sa corbeille, de vider sa Dropbox, son cloud, son nuage, son Google Drive. Et de la sorte, on comprend la pollution numérique et puis également, on agit sur elle. Et je dis à cette personne, mais à quoi ça sert votre truc, sachant que aujourd'hui, ce qui est en train, la production de données, en fait, est en train d'exploser. Parce que aujourd'hui, la donnée, elle provient notamment des entreprises, elle provient des administrations. Elle est de plus en plus l'objet la source, elle est produite par des objets communicants. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et d'ores et déjà, des technoprophètes américains annoncent l'Internet de tout, c'est-à-dire un Internet dans lequel tout le monde sera connecté, vous, moi, à des objets qui sont connectés à des animaux, qui sont connectés à des végétaux. Et les technoprophètes américains parlent déjà de l'Internet de tout avec des dizaines, peut-être même des centaines de milliards d'objets connectés demain. Et donc, pourquoi est-ce que je vais nettoyer mon email, mes 3 emails, sachant qu'en fait, il y a un tsunami qui nous arrive. Et donc, j'ai l'impression, quelque part, pour rebondir sur le chiffre que vous mentionnez, cette explosion de la consommation de données, en 2035, il semblerait que nous consommerons et produirons 45 fois plus de données qu'aujourd'hui. Or, nous produisons aujourd'hui, chaque jour, plus de données que tout ce que l'homme a produit comme données depuis le début de l'informatique jusqu'à l'année 2003. Donc, en fait, c'est colossal. Et donc, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que, quelque part, la question de nettoyer son email, eh bien, en fait, c'est un peu comme si je vois un tsunami arriver, je cours jusqu'à la vague, je prends mon seau et je commence à vider la mer avec mon seau pour que la vague ne m'arrive pas dans la figure. C'est un peu ça l'idée que j'ai. Et donc, nous sommes au tout début d'Internet, nous sommes au balbutiement d'Internet, ça ne fait que commencer. Nous n'avons rien vu de ce que va être le numérique demain, c'est le sens de l'histoire et on ne va pas arrêter ça. Je ne vois pas comment on va pouvoir l'arrêter. Et donc, en réalité, les questions qui se posent face à nous, ce n'est pas le colibri qui va débarrasser sa boîte mail de ses emails, de ses spams, c'est des questions qui sont beaucoup plus radicales, collectives, politiques, macro, globales, qui sont celles de notre rapport collectif à Internet. Mais on peut y revenir. Pour autant, voilà, on parlera aussi des actions qu'on peut tous avoir au quotidien, parce que vous nous direz ce que vous en pensez de cette goutte d'eau dans l'océan ou de ce principe du colibri.
On va revenir à ces data centers. Moi, j'aurais envie aussi de parler de cette activité invisible, puisque du coup, quand vous le dites, il y a un data center, il y en a un autre, il y a votre smartphone, et puis entre, il y a un truc qui passe, qui ne se voit pas trop, et ce sont tous ces câbles. À quoi ils ressemblent, où sont-ils, à quoi ressemblent-ils? Alors, en fait, l'information passe par des câbles souterrains et sous-marins. Et elle passe très peu par des satellites, très très peu. En réalité, Internet est un réseau amphibie et ce sont des câbles qui ne sont pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage, à l'intérieur desquels on trouve des paires de fibres dans lesquelles l'information voyage à 200 000 km/s sous forme de pulsations de lumière. Et à chaque fois que nous utilisons un téléphone, gardons bien à l'esprit qu'en fait, nos mails, nos likes, nos photos de vacances, les vidéos de chats, en fait, elles circulent au fond des mers, dans les abysses, elles frayent dans des deltas, les détroits. Et pour déployer cette infrastructure, il y a aujourd'hui, cette infrastructure fonctionne grâce à 450 câbles sous-marins. Le plus long va de la France à l'Australie et mesure 40 000 km. Le plus court se promène quelque part en Amérique centrale et il fait 80 km. Mais c'est 1,2 million de km de câbles qui aujourd'hui se trouvent officiellement, parce qu'après il y a les câbles militaires, au fond des mers, ce qui fait un peu l'équivalent de 30 fois la circonférence de la Terre. Et en 2030, les experts disent qu'il y en aura probablement le double. Donc voilà, encore une fois, la matérialité du numérique, elle se sent là. Elle est concrète à travers ces réseaux de câbles. Et donc j'ai fini moi-même par aller constater la pose d'un câble, le câble Dunan de Google, qui a été installé via les côtes françaises début 2020. Et donc je suis arrivé sur une plage de Vendée, il y avait le câble qui était en train d'être tracé. Et juste une petite anecdote, mais il fallait se dépêcher parce que c'était exactement sur cette plage-là qu'avait lieu la période de nidification d'un oiseau protégé qui s'appelle le gravelot à collier interrompu. Et dans la bataille administrative qui oppose Google au gravelot à collier interrompu, l'administration française avait donné raison au volatile. Et il ne fallait pas que Google dérange la période de nidification du volatile. Or, il y avait une tempête. Google attendait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de pouvoir poser le câble au fond des mers, mais la tempête l'empêchait. Et eh bien, il fallait se dépêcher parce que de toute façon, sinon, on allait devoir laisser le volatile tranquille. Et donc, c'était un petit peu cette image que j'avais en tête de se dire, mais j'ai besoin de toujours plus de bandes passantes pour pouvoir consommer toujours plus d'informations. Mais en réalité, c'était l'oiseau qui avait le mot de la fin et il fallait respecter sa période de nidification. Et finalement, le câble a été posé 48 heures avant la fin de l'autorisation, de la période d'autorisation administrative. Mais ça nous ramène en fait tout simplement à la matérialité de toute cette histoire. Donc tout ça pour envoyer des vidéos de chats. Alors oui, c'est-à-dire tout ça pour envoyer des vidéos de chats, bah oui, effectivement. Mais aussi pour l'hôpital connecté. Et donc, en fait, la question, c'est quel est le bon usage d'Internet? Quel est le mauvais usage d'Internet? Mais c'est une question hyper complexe. Parce que, je veux dire, une partie d'entre vous va dire, bah oui, l'hôpital connecté, c'est préférable à TikTok. Mais une partie d'entre vous va dire, TikTok, c'est préférable à l'hôpital connecté. Parce que je vois qu'il y a des jeunes dans la pièce. Et après tout, c'est légitime de la part d'un jeune de dire, en période de confinement, moi j'ai besoin des réseaux sociaux pour avoir un lien social avec mes amis, à défaut de pouvoir les voir parce que je suis confiné. Donc c'est quoi l'Internet utile? C'est quoi l'Internet futile? C'est quoi le bon Internet? C'est quoi le mauvais Internet? Et donc ce sont des questions qui sont extrêmement compliquées. Mais votre remarque pose la question du bon usage que l'on peut faire de ces technologies et du mauvais usage qu'on peut en faire. Et ces technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni neutres. Elles sont, comme d'habitude, très ambiguës. Alors on va revenir à quelque chose qui est assez marquant. Vous avez déjà donné quelques chiffres, mais j'ai envie que vous en remettiez une couche. Il y en a un qui m'a marqué parce que c'est une prise de conscience aussi individuelle. On compte entre 15 et 45 appareils numériques en France dans un foyer standard? Ouais, en fait, on compte 45 appareils numériques dans un foyer standard. Et dans la dernière étude qu'on a publiée sur l'impact du numérique en France, qui date de 2020, on a constaté qu'un Français de 15 ans ou plus possède 15 appareils numériques. Donc ça paraît énorme, mais ça va très vite parce qu'entre la montre connectée, le smartphone, les différents écrans de télévision, le modem, donc la box, le tableau de bord de son véhicule, le Thermomix, en fait ça va très très vite. Et quand on divise les 650 millions d'équipements numériques qui sont actuellement en fonctionnement en France,
eh bien, quand on le divise par le nombre d'utilisateurs, on arrive à peu près de 15 ans et plus, on arrive à peu près à 15 équipements par Français. Il y a un autre chiffre que j'aimerais que vous citiez. C'est le nombre de téléphones portables qu'a déjà eu un jeune de 18 ans. Alors celui-là, je m'en souviens plus. Un jeune de 18 ans a déjà eu 4 téléphones portables dans sa vie. Probablement, oui, oui. Et c'est directement lié au phénomène d'obsolescence programmée, que ce soit les phénomènes d'obsolescence programmée technique. Au bout de 2 ans, on n'a plus de mise à jour du logiciel, du système d'exploitation, donc on est contraint d'en changer, même si on n'est pas victime de la mode. Mais évidemment, quand on est jeune, on est a fortiori plus exposé aux besoins de reconnaissance par ses pairs, c'est-à-dire ses amis. Et donc, on va forcément suivre les tendances marketing et on va renouveler ce qu'on appelle l'obsolescence perçue. On va renouveler un smartphone qui fonctionne parfaitement parce qu'on ne peut pas s'exclure du groupe en étant différent. Et donc, il y a tout un jeu de la part des fabricants sur ces mécanismes marketing. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tous addicts au numérique. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? En quoi on est addict? À quoi ça se voit? Alors en fait, je ne sais pas à quoi ça se voit. Enfin, ça se voit au temps d'écran, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est le mécanisme sous-jacent, en fait. C'est quand vous avez une notification sur un smartphone, dans une petite pastille rouge avec un chiffre en blanc, quand vous avez ce qu'on appelle techniquement un infinite scroll, c'est-à-dire que vous êtes sur un réseau social et puis vous allez vers le bas de la page, et plus vous allez vers le bas de la page, et plus vous avez des informations qui apparaissent. Ce sont 2 exemples de ce qu'on appelle des patterns de design addictif. Ce sont 2 exemples où l'interaction de votre cerveau avec l'écran va déclencher le circuit de la récompense, celui des drogués, des drogues dures, l'héroïne, l'alcool, le tabac, etc. Parce que ce qui a fait la réussite d'Homo sapiens, c'est sa sociabilité. Et on est récompensé, on ne s'en rend pas compte, c'est totalement inconscient, on est récompensé dès qu'on a une opportunité d'interagir avec un autre être humain. Et c'est ce qui fait que finalement, on est tous accros aux écrans, on est littéralement manipulés. Alors j'espère que s'il y a des jeunes dans la salle, ça va un peu les révolter d'être a fortiori encore plus manipulés que leurs parents. Quoique, il faut voir le temps d'écran des parents. Mais clairement, il y a aujourd'hui, au travers des GAFAM et des éditeurs de ces outils, il y a clairement une exploitation volontaire de mécanismes inconscients contre lesquels on ne peut rien faire quand on est exposé à ces interfaces. C'est ce qui explique qu'on soit accro et qu'on soit aujourd'hui face à un problème de santé publique. Ça va devenir un problème de santé publique, hein, clairement. De très nombreux chercheurs démontrent ces mécanismes depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, voilà, je pense qu'il y a probablement des personnes qui ont bien caché leur smartphone et qui sont peut-être dessus. Voilà. Je ne sais pas comment on le voit. En tout cas, nous, on le voit démontré depuis plus de 10 ans dans des études scientifiques indépendantes. Je veux juste réagir à ce que tu dis, Frédéric, parce qu'effectivement, on ne peut pas séparer, et la question a été très bien posée en ce sens, la pollution numérique de la surconsommation des outils numériques créés justement par ces outils qui nous rendent addicts et ces méthodes qui créent de l'addiction. Et j'étais très frappé justement par les couleurs et par les notifications et par 2 couleurs qui marquent beaucoup lorsque je vais sur les réseaux sociaux, c'est le bleu et le rouge. Et du coup, j'ai enquêté sur le bleu et je me suis dit, mais quel est ce bleu ? Et en fait, j'ai découvert que c'est un bleu très particulier qui est utilisé par les réseaux sociaux et notamment par Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et en fait, le moteur de recherche Bing utilise un bleu. Il y a 16 500 000 teintes de bleu dans la nature. Et Bing utilise un bleu, le HF234 de ZQ3, je ne sais plus lequel. Et ils ont cherché le bleu parfait en faisant tourner des machines et en exposant des teintes de bleu à un panel de consommateurs, de façon à trouver le bleu parfait qui accélérait le taux d'engagement. Et ce bleu évolue régulièrement parce que notre attention à une teinte de bleu plutôt qu'une autre évolue. Mais je suis frappé de savoir que, un peu comme le parfum de Jean-Baptiste Grenouille, les machines avaient trouvé le bleu qui finalement nous manipule. Et elles font la même chose avec le rouge. Et c'est pas un hasard si Netflix est rouge. C'est pas un hasard si les notifications sont rouges et ainsi de suite. C'est aussi parce qu'il y a comment on appelle ça, un contraste avec le bleu, mais encore une fois, la teinte de rouge est particulière. Voilà. Demandez-vous pourquoi Frédéric est habillé en bleu, je ne sais pas. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le sujet ? Sur cette charge cognitive, sur
Clairement, il y a quelque chose qui est surprenant. Dans les années 80, on a légiféré sur les publicités, les images subliminales qu'il y avait dans les publicités au cinéma et à la télévision. C'était une petite manipulation de masse. Aujourd'hui, il y a une manipulation de masse, mais littéralement planétaire. On n'a toujours pas légiféré, alors que ça fait 10 ans que les scientifiques décrivent le mécanisme et l'associent de façon non ambiguë avec les manipulations réalisées par des très grands acteurs du numérique. Donc, de notre côté, nous, on fait le maximum, puisqu'on est très engagés, militants, on fait le maximum pour que, rapidement, en France, en Europe, on ait une législation qui protège les utilisateurs de ce détournement de leur cerveau, parce qu'on détourne vos cerveaux, littéralement, à votre insu, et vous ne pouvez rien faire. Personne. On a beau avoir la volonté qu'on veut, la connaissance du sujet, on ne peut rien faire. Donc, on espère qu'on aura bientôt une loi qui contraindra les GAFAM à respecter leurs utilisateurs, tout simplement, comme on l'a fait pour les images subliminales dans les années 80. Et du coup, on se retrouve tous avec des TOC à prendre X dizaines de fois, j'imagine, par jour. Alors, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, quand on a un adolescent, alors j'ai rien contre les adolescents, mais il se trouve que ce sont ceux qui ont le plus ces TOC, entre guillemets. On va consulter jusqu'à plus de 300 fois par jour son smartphone. On a quasiment la moitié des moins de 25 ans qui consultent au moins une fois par nuit, au milieu de la nuit, leur smartphone. Donc on voit l'impact que ça a sur la qualité du sommeil, sur les capacités de concentration. C'est grave en fait. Sur le fond, c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, comme le disait Guillaume, plus on est accro, plus on est manipulé de cette façon-là, plus en plus on va consommer du numérique et plus on va induire des impacts environnementaux, mais surtout, plus on va accélérer le moment où il n'y aura plus de numérique à notre disposition. Et là, on sera malheureux. Parce qu'en fait, le numérique, c'est quand même une formidable ressource pour s'éduquer, pour modéliser le climat, pour passer des IRM, des scanners, je ne sais quoi, soigner. Enfin, l'humanité perdra énormément quand on aura épuisé le numérique. Et ce qu'on est en train de faire, nous tous dans cette salle, c'est finalement dans notre usage immodéré du numérique, c'est pour ça qu'on a forgé l'expression sobriété numérique, dans notre usage immodéré du numérique, on est en train, pour une dernière nuit d'ivresse numérique, nous, tous là dans cette salle, on est en train d'handicaper la capacité, d'interdire à nos enfants la capacité de se soigner avec du numérique, la capacité de se cultiver, la capacité à modéliser le climat, etc. Et c'est pour ça que, comme le disait Guillaume, il y a un problème sociétal qui devient politique sur le fond, où la civilisation, le peuple français, européen, etc., doit se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait avec les dernières réserves de numérique à notre disposition, pour qu'on l'utilise. Est-ce qu'on s'autorise à augmenter indéfiniment la taille des écrans qui trônent fièrement au milieu de notre salon, à passer en 4K, puis en 8K, puis en 16K? Ou est-ce qu'on se dit que on a peut-être atteint une sorte d'asymptote, de paroxysme, et que finalement, maintenant, ce qui reste, il faut le conserver, parce que les générations futures, elles ont droit aussi au numérique. Et donc, il y a vraiment une question de société qui se pose. Question de société, on va reprendre un peu de recul par rapport à la France avant de savoir ce qu'on peut faire chacun individuellement. Toujours dans votre tour du monde, vous donnez des exemples, et notamment l'exemple de l'Estonie et du 100% digital. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'Estonie est l'État le plus numérisé de la planète. C'est l'État dont l'administration a opéré le plus rapidement et de la façon la plus efficace un saut, un basculement numérique, de sorte qu'aujourd'hui, à part se marier et peut-être effectuer quelques opérations bancaires très lourdes, ma présence physique n'est plus obligatoire pour toutes les activités quotidiennes, mes activités quotidiennes de citoyen et d'administré. Et les Estoniens sont devenus un exemple mondial. C'est-à-dire que même Édouard Philippe, du temps où il était Premier ministre, revenait d'Estonie en disant il faut que la France fasse pareil. Et d'ailleurs, la France est en train de faire pareil. Mais il y a en Estonie cette fierté d'avoir très tôt, dès après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, en fait, cette fierté d'être parti de zéro, en fait. Et ça, c'est l'avantage, paradoxalement, de ceux qui partent de plus loin que nous, c'est qu'en fait, finalement, ils peuvent repartir de zéro et du coup, ça va plus vite de repartir sur un terreau vierge. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi cet espoir, cette idée avec le numérique de créer de la transparence. Et comme cet État, l'Estonie, sortait naturellement de plusieurs décennies de non-transparence,
eh bien, le numérique, la numérisation de l'administration allait justement permettre de rendre les rouages de l'État plus transparents. Donc c'était une réaction à l'emprise soviétique. Et donc cet État aujourd'hui est objectivement excessivement efficace et propose même des services de e-citoyenneté. Alors il y a il y a du marketing à gogo derrière tout ça, mais ils se rendent vraiment sexy, quoi. Il y a une vraie diplomatie, en ce sens numérique, un soft power numérique de cet État. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, en plus, ça s'accompagne naturellement de tout un argumentaire écologique. Si c'est numérisé, je n'ai pas besoin de me déplacer, donc je vais économiser des kilomètres en voiture, je n'ai plus besoin de papier, je vais économiser des tours Eiffel et des tours Eiffel de piles de papier chaque année, ce qui est vrai. Puis à un moment, on pose la question, mais comment on fait pour fabriquer cette infrastructure? Où est-ce qu'elle est, Et à ce moment-là, ça à croire que ça n'existe pas. Où sont les centres de stockage de données? Où sont les câbles? Quelles nouvelles interfaces pour pouvoir justement permettre d'accéder à ces services? Et puis, quels sont les problèmes que ça pose? Parce qu'il n'y a pas mieux placé qu'un ingénieur informatique sur Terre pour savoir que rien ne fonctionne comme prévu à propos d'informatique. Donc ça va être une somme d'emmerdements quotidiennes, mais qu'on ne voit pas. Et quand j'ai posé la question, c'était presque incongru cette question finalement. On parlait du pourquoi, mais on ne parlait pas du comment. Or, avant le pourquoi, il y a le comment. Tout commence par le comment. C'est la question la plus noble qui soit. Comment on fabrique tout ça? Et donc, voilà, il y a cette idée, voilà, quelque chose de dématérialisé, et on est très fiers d'en parler, et puis pour autant, on ne le touche pas. Votre visage a réagi à cet exemple de l'Estonie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu peur. Nous, on prône un usage raisonné raisonnable parce que raisonné du numérique pour que justement pouvoir en léguer à nos enfants, parce que pour réduire les impacts à court terme, pour nous désintoxiquer aussi, désintoxiquer nos cerveaux. Et donc, plus on va vers du 100%, je crois qu'on est en train d'égorger un enfant derrière, plus on va vers du 100% numérique et plus on renforce en fait cette dépendance au numérique, plus on accélère l'épuisement de ces ressources, etc. Et donc, ça semble complètement anachronique par rapport où on se situe en tant que civilisation. Je veux dire, on est la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte que si toutefois il reste, on espère, il reste des gens sur Terre, la civilisation dans quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, probablement qu'on nous regardera exactement comme il y a Pablo Servini qui est là sur le salon. On nous regardera, on se demandera mais comment on a pu être aussi aveugle sur la situation et ne pas réagir de façon plus radicale, comme le disait Guillaume tout à l'heure, plus rapide pour économiser cette ressource, nous en désintoxiquer, etc. Et donc dès qu'on a un peu de recul par rapport au sujet, ça paraît complètement anachronique, cette situation. Je peux peut-être juste réagir à Frédéric, parce que complètement d'accord avec toi. Et la question, par exemple, pourrait se poser pour la 5G. Après tout, la 5G, alors est-ce que la 5G pollue en tant que telle? Est-ce que plus d'antennes, ça pollue? Oui, effectivement, plus de réseaux de fibres pour relier davantage d'antennes, oui. Il va falloir changer nos téléphones, donc ça pollue. Mais surtout, la 5G, ça va générer des nouveaux usages. Et donc, ça veut dire qu'avec la 5G, demain, peut-être que je passerai ma vie avec un casque de réalité virtuelle dans le métavers. Et ça va générer également de nouveaux usages qui vont être polluants. Mais pourquoi est-ce que la question de la pollution directe, indirecte, posée par la 5G n'a pas vraiment été posée par les pouvoirs publics, par la Commission européenne? Parce que c'est un sujet géopolitique. Et parce qu'en fait, moi, c'est l'analyse que j'en ai faite, ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses, Frédéric, c'est qu'en fait, la question environnementale, on s'en fout. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne pas se faire coloniser numériquement par la Chine. C'est de ne pas avoir à acheter des antennes de la marque Huawei chinoise, au risque que les données soient captées par les Chinois, que nos données soient captées par les Chinois, c'est d'avoir nos technologies. C'est de ne pas être dépassé technologiquement par des technologies venues des États-Unis et de Chine. C'est pouvoir peser technologiquement, géopolitiquement dans un monde où il faut être à la frontière technologique des technologies numériques, parce que c'est un enjeu de souveraineté technologique, de souveraineté nationale. Et donc la question de l'écologie, mais je veux dire, le législateur, alors bon, il y a une loi qui est passée récemment, mais pour moi, le gouvernement s'en fout, en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, il est d'abord géopolitique. Et donc, la question écologique, elle passe au second plan. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai senti, voilà comment j'ai perçu la hiérarchie de la prise, de la hiérarchie des enjeux. Vous le partagez ?
Oui, je partage complètement sur le projet de loi, la loi qui a été finalement définitivement votée au Sénat le 15 novembre dernier, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui est une première mondiale, il faut le saluer, qui provient des sénateurs qui sont pourtant pas les plus geeks. Et donc c'est quand même intéressant de voir ce contexte et de le saluer. Clairement, la loi était ambitieuse, le projet de loi initial des sénateurs et sénatrices était ambitieux, et il a été clairement vidé de toute sa substance quand il est passé à l'Assemblée, donc par le gouvernement. Alors, ça aurait été un autre gouvernement, ça aurait été exactement la même chose. Parce qu'il y a des choix, effectivement, comme le souligne Guillaume, qui ont été faits, qui semblent plus importants de souveraineté. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la souveraineté, on ne l'aura jamais, en tout cas pas à court terme, puisque de toute façon, les écrans sont fabriqués au Mexique, les composants sont fabriqués à Taïwan et l'ensemble est assemblé en Chine. Avant qu'on réindustrialise et qu'on se réapproprie toutes ces technologies, on mettra plus de 30 ans, et dans 30 ans, il n'y a plus de numérique au rythme actuel. Donc, voilà, et en plus, on a plein de solutions low-tech et d'assemblage de solutions low-tech et high-tech. Nous, on appelle ça la slow-tech, qui font le job très bien sans avoir inventé de nouvelles technologies. Donc, il y a probablement une voie alternative, mais nos dirigeants sont encore très clivés. Le problème d'aujourd'hui sur le numérique, c'est la pensée clivée, où forcément l'innovation, c'est du numérique, alors que l'innovation, elle peut être low-tech. L'innovation, elle peut être organisationnelle, etc. Et donc, les décideurs aujourd'hui politiques qu'on rencontre, nous, on discute avec les cabinets des ministres, on discute avec tout le monde, ils ont encore une vision de l'innovation qui est forcément technologique et forcément dernier cri technologique. Et donc, tant qu'on restera avec cette pensée-là, forcément, on mettra d'abord la technologie, la souveraineté, etc., devant les impacts environnementaux, c'est clair. Je sais pas... Je trouve ça pas rassurant, je suis pas bien en fait avec ce qu'il a dit. Non mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire plein de choses quand même à titre individuel. Ah, on peut faire plein de choses et du coup vous allez nous en parler d'ailleurs de ce qu'on peut faire. Oui. D'abord j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est, parce que c'est quand même le titre de vos 2 livres, la sobriété numérique. La sobriété numérique, c'est une démarche qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années quand on a pris conscience qu'il nous restait 30 ans de numérique devant nous. Et puis quand on s'est tous vus devenir accros au numérique de plus en plus, on s'est dit oula, il va falloir réagir. Et donc, l'idée de la sobriété numérique, c'est très simple. Hein, c'est parce qu'on comprend les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux qu'il y a derrière, parce qu'on est un peu plus, parce qu'on raisonne sur le sujet. C'est de devenir raisonnable dans notre usage. C'est surtout pas de revenir à l'âge des cavernes, mais c'est d'être capable d'avoir un usage raisonnable au quotidien du numérique, plutôt qu'une orgie, littéralement, de numérique quotidienne. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Donc je le déclinerai après sur des actions concrètes. Et puis au niveau des fabricants du numérique, de ceux qui conçoivent les services numériques, les contenus et les services interactifs qu'on consomme, eh bien, c'est qu'ils appliquent ce qu'on appelle l'éco-conception, mais aussi la sobriété numérique pour avoir des contenus qui soient beaucoup plus apaisés et des contenus beaucoup moins impactants pour l'environnement. Donc ça, c'est la part des spécialistes du numérique, c'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Dans les gestes qu'on met en œuvre, qu'on peut mettre en œuvre au quotidien, finalement, la sobriété numérique, c'est du bon sens paysan, c'est très simple. Hein. Je vais vous donner 4 gestes avec lesquels vous allez faire 90% de ce que vous pouvez faire et qui est essentiel. Le premier geste clé, c'est de ne pas vous suréquiper. Vous n'avez pas loupé votre vie à 40 ans si vous n'avez pas de montre connectée, très clairement. Donc évitez de vous suréquiper avec des gadgets. A-t-on réellement besoin systématiquement d'un Thermomix dont les recettes se mettent à jour automatiquement ? On peut se poser la question. Je pense qu'on a un certain nombre de grands chefs étoilés qui n'ont pas eu besoin du Thermomix pour bien faire à manger, etc. Alors c'est sans porter de jugement, c'est pour essayer de gratter un petit peu volontairement. Hein. Mais bon, voilà, aujourd'hui on est dans une débauche de numérique. A-t-on besoin d'avoir des voitures 100% connectées, etc., etc. Donc la première chose à faire, c'est éviter de se suréquiper. La deuxième chose à faire, c'est d'allonger au maximum la durée de vie de nos équipements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le droit d'être geek un petit peu et puis avoir envie de changer de smartphone au bout de 2 ans. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas lui donner une seconde vie au travers du reconditionnement et du réemploi. Parce que là, c'est criminel vis-à-vis de nos enfants des générations qui viennent. Et surtout, ce qu'il faut comprendre vis-à-vis du réemploi, c'est que nous sommes tous le premier levier de l'obsolescence programmée quand nous n'acceptons pas d'acquérir des télévisions d'occasion, d'acheter des smartphones d'occasion reconditionnés. Et oui, on n'a pas peur de rouler dans des voitures d'occasion à 130 km/h sur l'autoroute avec nos gamins dedans, il y a un risque mortel, mais on a peur d'acheter un smartphone d'occasion.
il y a comme un petit blocage psychologique quelque part. Donc évidemment, on fait le forcing auprès des pouvoirs publics pour qu'ils nous donnent les moyens de créer un contrat de confiance. Donc on amène les pouvoirs publics en France et en Europe à rendre obligatoire une forme de carte grise pour nos équipements numériques, une forme de contrôle technique obligatoire, parce que c'est finalement ça qui fait qu'on n'a pas peur de rouler à 130 km/h avec nos gamins dans des voitures d'occasion. Donc ça, c'est le deuxième sujet, allonger la durée de vie, et ça va passer par un réemploi massif de nos équipements. Le troisième sujet, quand vous avez fini de vous servir un verre d'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez le robinet. Et pourtant, quand vous avez fini de vous servir de votre connexion Internet, vous n'éteignez pas le robinet. Vous partez vous coucher, les box sont toujours allumées. Heureusement que tous les robinets d'eau ne coulent pas toute la nuit chez vous, quoi. Quand vous partez au travail, vous laissez la box allumée. Heureusement que quand vous quittez votre domicile, vous avez éteint vos robinets d'eau. Donc il faut faire la même chose, éteindre ces box, le modem et puis le boîtier TV. Et puis peut-être le quatrième geste clé qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est on entend beaucoup de vidéos de bashing, de streaming bashing, de vidéo bashing, c'est pas bien Netflix, etc. Le premier truc, c'est de prendre conscience que quand on regarde la télévision au travers de sa box, ADSL ou fibre, c'est du streaming. Et donc moi, je rencontre plein de personnes qui me disent « Ah, le streaming Netflix », mais qui regardent la télé avec leur box. En France, on a la TNT. Donc quand on regarde une émission en direct, quelle qu'elle soit, il faut privilégier la TNT, parce que dès qu'on utilise la box, c'est 100% d'impact numérique qu'on peut éviter. Et puis peut-être le cinquième geste, pour en ajouter un cinquième vite fait, le cinquième geste, c'est de collecter nos équipements numériques qui sont vraiment du poison. Il n'y a rien de plus toxique pour l'environnement, mais aussi pour les êtres humains, que les appareils numériques qu'on fabrique. Et donc il faut absolument les collecter et les rapporter au bon endroit dans les bacs de collecte qu'on peut trouver à droite et à gauche, pour être sûr qu'ils soient au minimum dépollués à défaut d'être recyclés. Ça, c'est aussi également très important. Vous savez que si vous avez mangé des protéines animales aujourd'hui, quelles qu'elles soient, vous avez mangé votre smartphone, littéralement. Il y a énormément de métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, etc., dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, etc. 70% font l'objet d'un trafic. C'est tellement grave d'un point de vue sanitaire que c'est Interpol qui s'intéresse à ce sujet-là. Et quand vous ne rapportez pas un équipement numérique au bon endroit pour qu'il soit correctement dépollué, vous contribuez à polluer les chaînes alimentaires pour des centaines d'années, le temps que ça sorte de la chaîne alimentaire. Et donc c'est vraiment aussi un geste important. Donc en fait, c'est simple, ça rapporte de l'argent et tout le monde peut le faire. Donc cette liste de conseils, vous les retrouvez aussi dans les livres de Frédéric Bordage. On va aller sur 2-3 points qui m'ont questionné dans votre livre. C'est la notion d'utilité. Et si on commençait aussi par questionner l'utilité de ce qu'on achète et ce qu'on va utiliser parfois une fois? Oui, on est clairement dans une ère où il n'y a plus assez de stock de rien du tout. On n'a plus assez de capacité à mettre des gaz à effet de serre, on n'a plus assez de matériaux, comme l'explique très bien Guillaume dans ses livres, pour fabriquer le numérique. Donc il va falloir réapprendre à vivre ensemble, en fait. Et réapprendre à vivre ensemble, c'est par exemple être capable de partager un certain nombre de nos équipements numériques. Est-ce bien raisonnable d'avoir chacun un vidéoprojecteur numérique chez soi et de l'utiliser 4 fois par an, etc., etc. On peut très bien imaginer que le location, covoiturage, ça devienne aussi du quelque chose, du numérique. Et donc, dans les immeubles d'habitation, nécessairement, il va falloir aussi appliquer cette notion de partage de ces équipements et de mutualisation de ces équipements. Et ça va passer d'un point de vue un peu plus structurel aussi par l'aberration totale du fait d'avoir aujourd'hui chacun sa box dans son domicile. Vous êtes dans un immeuble où vous avez 50 appartements et vous avez 50 box. C'est d'une absolue crétinerie. C'est complètement dingue, puisque ça fait 20 ou 25 ans que dans l'entreprise, heureusement que chaque salarié n'a pas sa box pour travailler. Ça fait 25 ans que dans l'entreprise, on a une box pour tout le monde. Et donc derrière, il y a des modèles économiques des opérateurs qui sont absolument catastrophiques, quoi. Et qui sont là. Si on n'a pas une seule box par bâtiment, c'est parce que les opérateurs ont des intérêts économiques à nous garder prisonniers chez eux, quoi. Enfin, à nous contraindre, à nous fidéliser de façon contrainte, quoi, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez vu d'autres pratiques d'Internet, justement, de l'utilisation de tous ces outils à travers le monde, des pays où ce serait vraiment différent et où ils ont adopté une nouvelle manière de fonctionner? Non, 4,6 milliards d'humains sont connectés à Internet aujourd'hui et la Silicon Valley promet que la totalité de l'humanité,
sera connecté à Internet en 2030. Donc avant la fin de la décennie ou à la fin de la décennie. Donc la dynamique, c'est celle d'une plus grande connexion de tout le monde à tout. Plus de câbles pour justement permettre d'apporter la sainte fibre jusqu'au cœur des continents, et puis plus de satellites, puisque il faut quand même prendre au sérieux Elon Musk avec ses constellations de satellites, Starlink, qui dit que grâce aux satellites, on va pouvoir produire de l'Internet spatial pour les O3B, comme on dit, les Other 3 Billion, les 3 milliards qui restent. Donc la dynamique, c'est celle encore une fois, c'est pas celle de la sobriété. c'est me semble-t-il, précisément l'inverse qui se produit. Et non pas qu'il faille se détourner de cet objectif de sobriété, et pour autant, je pense que ceux qui ne sont pas encore à notre niveau de consommation de ces outils vont l'être, parce qu'ils vont être poussés par ça, par des entreprises extrêmement puissantes et qui ont les outils pour pouvoir nous rendre accros à ces outils. Pardon, je ne suis pas forcément très positif, mais en même temps, ce sont ces mêmes outils qui vont permettre l'école à distance au milieu du Sahel et toutes sortes de bienfaits absolument indispensables qu'apportent Internet et le numérique à ceux qui ne l'ont pas encore. Alors, je ne sais pas si que tout le monde soit connecté soit un bienfait, mais c'est une question plus philosophique et politique. Non, je voulais réagir sur le fait que, en fait, ce n'est pas inéluctable. Les 34 milliards d'équipements qui constituent les 2/3 à 3/4 des impacts environnementaux du numérique dans le monde, c'est ce que nous achetons, chacun et chacune d'entre nous. C'est bien nous qui décidons d'acheter. On a encore, j'espère pour vous dans cette salle, un tout petit peu de libre arbitre et encore la capacité à choisir un tout petit peu. Et donc, je pense qu'il faut pas trop se victimiser vis-à-vis de cette situation numérique. Aujourd'hui, on rejette la faute sur les GAFAM, on rejette la faute sur les acteurs du numérique, mais c'est finalement nous qui choisissons d'acheter des smartphones. Enfin, je veux dire, moi j'ai un BlackBerry là dans ma poche, il a 8 ans, il fait le job, c'est super, il y a un clavier pour taper les SMS, ça fait le job, quoi. Et je suis très heureux comme ça. C'est nous qui nous rendons nous-mêmes dépendants. On est tous des geeks maintenant, c'est-à-dire qu'on se rend malheureux et dépendant et frustré de ne pas avoir les derniers équipements. Donc on a démontré lors de cette intervention les mécanismes sous-jacents, l'exploitation de mécanismes inconscients. Mais on a encore quand même suffisamment de libre arbitre pour prendre du recul, et je pense que c'est critique. Et donc on est extrêmement fiers que dans cette loi qui est parue le 15 novembre, les 2 premiers articles sont des propositions qu'on fait depuis plus de 10 ans en plaidoyer. La première, on a réussi à obtenir de rendre obligatoire une sensibilisation dès l'école primaire des enfants aux enjeux du numérique, la sobriété numérique. Ça nous semble absolument essentiel. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, les ingénieurs entendent parler d'analyse du cycle de vie pour comprendre quels sont les impacts du numérique, et éco-conception pour qu'ils aient les outils pour les réduire. Et donc, si nous sommes trop accros, trop dépendants, que c'est trop tard pour nous, j'espère que dans ce qu'on est en train de mettre en place en France, et on espère qu'on va faire essaimer en Europe et dans le reste du monde, j'espère qu'au moins les digital natives et les générations qui viennent après auront plus de recul que nous, parce que nous, on est encore baba. Je veux dire, c'est complètement prométhéen comme truc, on est complètement baba. On a découvert le feu numérique, on est en train de se cramer les doigts, d'allumer des incendies partout, alors que ça pourrait nous aider à nous protéger des bêtes sauvages, à cuire notre nourriture. Mais on est tellement des hommes de Cro-Magnon du numérique qu'on est en train d'en subir en fait un peu le retour de flamme, quoi, d'une certaine façon. Et donc, moi j'ai beaucoup d'espoir dans le fait qu'on avance vite sur les générations qui viennent, mais il y a urgence parce que dans 30 ans, il n'y en a plus. Donc. Justement, dans ce qu'on peut mettre en place, alors là, il y a cette loi qui écrit un certain nombre de choses, il y a déjà des actions au quotidien, etc. Comment on fait la différence entre ce qui a un impact et ce qui est plutôt de l'ordre du greenwashing ? Déjà, la première chose, c'est de comprendre que vous êtes exposé à 95% de greenwashing. Tout ce que vous avez entendu, lu, vu sur le sujet, et sauf sur l'estrade.
mais très fortement disproportionné. Nous, on n'arrive même plus à travailler avec les pouvoirs publics. On est obligé quasiment de former nos interlocuteurs, de les dégreenwasher, comme on dit entre nous, pour pouvoir leur parler, quoi, littéralement. Donc déjà, prenez énormément de recul par rapport aux informations auxquelles vous accédez. Essayez de les recouper, mais c'est pas évident parce que, comme j'ai expliqué à ma fille qui a 11 ans, à force d'avoir un certain nombre de greenwashers qui sont d'accord entre eux, même en recoupant les informations, on finit quand même par avoir une information fausse, malgré le contrôle de cohérence. Donc, en fait, les gestes clés, je vous les ai donnés. La clé fondamentale, c'est 2/3 à 3/4 des impacts du numérique ont lieu lors de la fabrication de nos équipements. Il n'y a pas 36 solutions, il faut fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Je veux dire, c'est pas compliqué. En dehors de ça, quand on va vous inciter à supprimer vos mails, c'est crétin, littéralement. Pourquoi ? Parce que il suffit de réfléchir avec du bon sens. Dans 30 ans, vous serez toujours en train de supprimer autant de mails. Vous traitez la conséquence. Donc le sujet, c'est pas de supprimer des mails. Le sujet, c'est de ne pas en envoyer. C'est différent. Donc du bon sens, de la logique va vous aider à identifier en fait les clés. Et sur le fond, je veux dire, on a partagé l'essentiel, moins d'équipements qui durent plus longtemps. Les 4 ou 5 gestes clés que je vous ai listés sont essentiels et le resteront pendant encore au moins une bonne décennie. Tout le reste, sur les usages, le fait de mettre en favori, de supprimer ses mails, d'utiliser, surtout par pitié, n'utilisez pas les moteurs de recherche dits écolos comme Ecosia et Lilo et tous ces trucs-là, ça rajoute des impacts. Voilà. Tout le reste, tout ce que vous avez entendu en dehors des 4-5 gestes clés que je vous ai cités, c'est clairement un effort marginal qui va vous demander beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts pour que dalle. Et puis après, il y a quand même un truc dans ce que vous dites, c'est que je peux repartir d'ici et donc lâcher un peu mon téléphone. Mais pour moi, il y a une histoire, c'est un peu comme pour la salle de sport. C'est pas parce que je m'inscris que je vais y aller. Et moi, il y a une histoire de tenir bon après, dans ce que vous dites. Oui, après, il faut tenir bon. C'est la collection Je passe à l'acte d'Actes Sud, elle est toujours rubriquée comme ça. Il y a une fois qu'on a compris, qu'on a commencé. Après, il faut tenir sur la durée. Et pour tenir sur la durée, moi, je pense qu'il faut en discuter. Il faut savoir bien s'entourer. Et puis, il faut vraiment... Ce qui est intéressant dans la sobriété numérique, c'est que dès qu'on prend un tout petit peu de recul par rapport à nos usages, dès qu'on fait ce petit effort qui nous coûte et qu'on n'a pas envie de faire, dès qu'au lieu de passer 1 heure dans son canapé à regarder des vidéos de chats, on se lève et on va dehors, par chez nous, c'est quand même merveilleusement beau, quoi. Du coup, très vite, on arrive à remettre en place des cercles vertueux. Et la détox, elle va assez vite, en fait. Mais il faut faire ce petit effort pour arriver à tenir bon. Mais ça fonctionne, quoi. Enfin, il suffit de l'essayer pour essayer, vous verrez, ça fonctionne. Vous verrez. Merci à tous les deux pour ces informations. Moi, j'ai une dernière question que j'ai gardée pour la toute fin. Et peut-être que vous avez des questions pour eux. Et si c'est le cas, c'est possible. Je vois des têtes qui font ça. Donc, on prend 2-3 questions si ça vous va et après, on clôture. Je vous laisse lever la main. Voilà, s'il y a des questions. Et il y a un micro qui va vous arriver. Oui, bonsoir. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris par rapport à 2 données que vous avez données. Parlez bien dans le micro. Pardon ? Parlez bien dans le micro. Pardon. Donc, il nous reste 30 ans de numérique au rythme où on continue. Et d'un autre côté, on en est au balbutiement d'Internet. Donc, il nous reste moins de 30 ans. Et à relier avec un autre fait, tous ces dirigeants, les GAFAM, etc., ils le savent, ça. Et c'est pas que environnemental comme enjeu, c'est aussi du business. Donc. Je ne suis pas sûr qu'ils savent, mais de toute façon, les earning ratio et l'incentive, enfin, toute leur rémunération est basée sur des performances financières à 6 mois ou au maximum. Voilà, donc c'est juste qu'ils ne partagent pas la même perspective, tout simplement. Dans 30 ans, on accédera toujours à des ressources. OK. Mais à quel prix écologique ? À quel prix humain ? À quel prix ? Je vous encourage à lire le dernier rapport publié par une association qui s'appelle Systex. Vous allez sur Reporter, le site d'information, et vous verrez, ils ont publié une synthèse. On est déjà, il y a 30 ans, en termes d'impact environnementaux, c'est déjà mais catastrophique. On est déjà en train d'épandre du cyanure sur des kilomètres carrés, sur des mines ouvertes. Enfin, c'est juste hallucinant. Les technologies d'exploitation minière d'aujourd'hui sont absolument mais catastrophiques, quoi. Donc en fait, on est déjà il y a 30 ans. Et dans 30 ans, on y accédera, mais à quel prix ? Est-ce qu'on est en train de créer un monde à la Globalia ? Je ne sais pas, mais on s'en rapproche en tout cas.
Alors, je réponds également parce que peut-être que vous soulignez d'ailleurs une forme de désaccord, peut-être. J'ai cherché, à titre personnel, à me dire, mais effectivement, quelles sont les limites ? Et quand je me suis retrouvé sur le bord de cette plage de Vendée avec ce câble Google qui n'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage et par lequel passe chaque seconde 3 fois toutes les informations contenues dans la bibliothèque du Congrès américain, et que l'océan est assez large pour avoir des câbles autant que vous en voulez, donc toujours plus de bandes passantes pour produire toujours plus de données, je me suis dit, mais quelle est la limite technique, quoi ? Elle n'est pas dans la capacité à fabriquer un câble. Et elle n'est pas, à mon avis, dans la capacité à la stocker. Parce qu'effectivement, il faut toujours plus de centres de données, toujours plus grands pour stocker toujours plus d'informations, mais il est vrai également, et je suis obligé de le reconnaître, que la technologie évolue sans cesse. Et qu'objectivement, il y a des améliorations en termes d'optimisation du stockage de l'électricité d'un point de vue de l'espace que ça prend et de l'électricité que ça consomme. Cette optimisation est absolument colossale, à telle enseigne que vous dites un chiffre, 3 mois plus tard, vous avez déjà tort, tellement ça change vite. Alors reste la limite matérielle. Est-ce qu'il va y avoir une limite matérielle ? Tous ces métaux qu'on trouve, il y en a à pléthore. Il y en a jusqu'au fond des océans et il y en a jusque sur les crêtes des astéroïdes. Et le Japon a dit, il y a 3 ans, on a trouvé tellement de terres rares qui servent pour vos téléphones portables, sous forme de petits cailloux au fond de nos zones économiques exclusives dans le Pacifique, qu'il y en a pour 700 ans de consommation intérieure. Mais la question, c'est à quel coût ? Et il y a un coût économique, un coût écologique, etc., etc. Qu'est-ce qui, cependant, empêche demain les industriels du numérique, riches comme ils sont, de payer un premium pour avoir accès aux ressources ? Ils peuvent payer 10 fois le prix. Ils seront encore largement bénéficiaires. Alors on rentre dans un monde de transition verte où les besoins pour ces mêmes matières premières, pour les voitures électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, viennent concurrencer les besoins de l'industrie numérique. Mais, et là je pose une question et moi je ne connais pas la réponse, mais qui nous dit que demain on rentrera dans le web avec un téléphone ? On rentrera avec des casques de réalité virtuelle, on rentrera avec des lentilles connectées, on rentrera avec des impôts sous la peau, je ne sais pas. Et finalement je me suis dit, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une limite technique. Et j'entends complètement Frédéric, et en plus j'ai écrit un premier livre sur les métaux rares où je parle de pénurie, et pour autant je me dis, mais en fait je ne suis pas sûr que cette limite, elle puisse absolument surgir, parce que d'un côté on consomme toujours davantage, mais de l'autre, objectivement, le génie technique humain a repoussé les limites de nos limites, justement, à substituer un métal par un autre, à remplacer peut-être demain le lithium par le sodium pour fabriquer les batteries des téléphones portables. Le sodium est un élément très présent dans l'écorce terrestre, enfin même dans l'eau de mer. Eh bien, en fait, je me pose la question. Et moi, il m'a semblé que les limites étaient ailleurs. Et les limites, elles sont psychologiques, démocratiques et écologiques. Psychologiques parce que quel sera l'état du cerveau de nos enfants dans 10 ans quand on sera tous dans le métavers ? Dans un espèce de réseau social amélioré où on aura un avatar qui agira à notre place. Et donc je pense que ça, c'est un premier sujet qui fait que tout d'un coup, on se dit « Oula, attention, les réseaux sociaux ». La démocratie, c'est quoi un monde dans lequel les réseaux sociaux sont 10 fois plus puissants qu'aujourd'hui ? Est-ce que c'est cohérent, compatible avec la valeur de démocratie ? Moi, j'en suis pas sûr. Et donc je pense que ça peut être une limite. Et la troisième limite, c'est l'écologie. Le monde de la 15G, il est possible. Un jour, on sera capable technologiquement de faire la 15G. Mais est-ce que ce monde sera respirable, vivable, agréable à vivre ? Et quand on voit déjà que les gens n'ont pas forcément envie de passer à la 5G, j'attends de voir l'adhésion populaire à la 6G. Et voilà. Et donc peut-être qu'on n'ira pas vers cet Internet-là, non pas parce qu'on n'en sera pas capable, mais parce qu'on ne le voudra pas pour des raisons démocratiques, psychologiques, et écologique. Et je vois une limite, je la vois là, mais c'est une limite qui n'est pas technique, c'est selon moi une limite qui est politique, parce que nous l'aurons décidé collectivement. Ça, je pense que je le vois venir. Donc peut-être qu'il y a un tout petit, une analyse complémentaire ou différente, je ne sais pas, avec celle de Frédéric. En tout cas, j'espère que tu as raison. Oui, c'est optimiste, là. Est-ce qu'il y a une question, ouais, on peut en prendre encore une. Ouais, donc là, on va faire des réponses courtes pour pouvoir en prendre. Désolé, je vous remercie. Promis. Alors, on en prendra 2. Très courte ? Oui. Et merci pour vos exposés qui rappellent que le numérique, pour les médias, la communication s'est dématérialisée, alors que c'est plein de
matériel. Et ça, c'est énorme comme information. Et moi, une question naïve, est-ce qu'on a fait des recherches ou des applications pour imaginer une sorte de numérique de proximité qui pourrait éviter, puisque réellement plus ça circule vite et loin, et puis il y a une consommation d'énergie. J'allais dire, comme il y a en 1992, le premier sommet de Rio, on avait utilisé le concept facteur 4, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut imaginer, vu que le numérique est à peine émergent malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer un facteur 4 ou un facteur 10 dans quelques années pour le numérique? Alors, je vais répondre très rapidement. Pour nous, le problème du numérique, c'est vraiment, on fait partie des experts mondiaux, littéralement, chez greenIT.fr, c'est la fabrication des terminaux, c'est-à-dire le smartphone, la télévision, etc. Les échanges, donc le réseau et la partie centre informatique, c'est pas là qu'on a le gros des impacts. Donc le fait que ça soit local ou pas local, ça va améliorer un petit peu la localisation, mais c'est pas là qu'on va avoir les gains. Et imaginez un facteur 4 ou 10, en l'état, on est toujours sur des technologies qui ont 50 ans, en fait, qu'on a juste poussé au maximum de leur efficience. Mais bon, on fabrique aujourd'hui un ordinateur comme on le faisait il y a 50 ans, littéralement. J'exagère à peine. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un saut technologique majeur dans les 20 années qui viennent, les 30 années qui viennent, sauf qu'on ne le voit pas venir, quoi, concrètement, en recherche fondamentale. Je ne parle même pas de recherche appliquée et d'industrialisation, on ne le voit pas. Donc pour l'instant, on a un truc hyper balèze et hyper technique, c'est le bon sens et la sobriété, ça marche en fait. Et donc à très court terme, la meilleure solution, c'est d'être plus sobre. Merci. Et ça marche. Je décide de ne pas poser ma question et de l'offrir à quelqu'un dans la salle. Voilà, pour en prendre une dernière. Bonjour. Alors moi j'avais une question toute simple sur les solutions, parce qu'on a parlé des solutions à titre personnel, individuel, familial, mais quid du monde du travail? On peut être cohérent soi-même dans son usage, mais quand on est dans le monde du travail, c'est un peu différent. On a d'autres contraintes plus larges. On a publié dernièrement le benchmark greenIT 2021, qui est la seule étude qui existe en France et en Europe, qui fait le bilan de combien ça coûte le numérique dans l'entreprise, concrètement, d'un point de vue environnemental. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment, dans le monde au bureau, vous pouvez faire exactement tout ce que vous faites à la maison. Ce qui tue au bureau, ce qui a flingué les 10 dernières années d'efforts au bureau, c'est l'apparition du 2e, voire du 3e écran. Il n'y a rien de plus trash qu'un écran à fabriquer. Et or, on voit se multiplier le 2e écran, voire le 3e écran. Et alors, c'est ça qui flingue tout le bilan environnemental au niveau de l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, de la même façon, il faut éviter de se suréquiper, allonger les durées de vie des équipements. Et surtout, il faut éviter de laisser proliférer ce 2e, 3e écran. C'est vraiment ça qui flingue le bilan. Le deuxième sujet, c'est massifier le réemploi. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent pas que leurs équipements parfaitement fonctionnels, leurs ordinateurs, etc., soient réutilisés par d'autres. Donc ça, évidemment, c'est une hérésie en 2021. Troisième sujet, c'est éco-concevoir les services numériques, c'est-à-dire faire en sorte que mabanqueenligne.com ou monserviceenligne.com, je ne sais quoi, qu'on fournit à nos clients, soit éco-conçu, donc très sobre, très léger, pour ne pas déclencher le sentiment d'obsolescence chez les utilisateurs où on a l'impression que ça rame et donc on va changer notre écran, etc. Quand vous appelez la SNCF, quand vous appelez je ne sais quelle très grande entreprise française, vous avez des dizaines de millions de clients qui utilisent vos outils en ligne. Vous avez le pouvoir de déclencher l'obsolescence des terminaux de vos clients ou de ne pas le faire. Et ça, c'est une vraie responsabilité de la part des entreprises. Merci Guillaume, merci Frédéric. Je crois qu'on peut les applaudir.